Est-ce qu'un fantôme peut gouverner un pays? Quand on sait que le Cameroun est gouverné par une photo qui est plus présente que le président de la République lui-même, il faut rappeler que le dernier Conseil des ministres a eu lieu le 19 avril 2019 et que depuis lors, il n'y a pas de Conseil des ministres qui s'est tenu. C'est un pays donc, qui malheureusement n'est plus dirigé, ça se voit. Et donc les absences répétées du président de la République posent simplement la question du modèle de gouvernance que nous avons, de la direction politique que le pays a aujourd'hui. Ça pose aussi surtout la question des coûts de ces déplacements-là. Il faut noter que c'est des courts séjours privés à l'étranger très régulièrement pour M. Biya. Au tournant de 2017, par exemple, à 35 ans de pouvoir, pour quelqu'un qui en totalise 42 aujourd'hui, il avait déjà passé plus de 4 ans et demi hors du territoire camerounais. Son nom résonne comme un tambour dans le monde politique. Fautine Nzozo, le fervent militant du MRC France. Dans ce parti, les mots ne sont pas seulement choisis, ils explosent avec la force d'une tempête lorsqu'il s'agit de revendiquer la renaissance du Cameroun. La critique jaillit sans effort, portée ici par une conviction solide. Dans l'émission Vox Live sur Vox Africa, Fautine Nzozo se penche sur l'absence remarquée du président Paul Biya au sommet de l'État. Avec un œil de lynx et des recherches minutieuses, il scrute les méandres de coûts et dépenses faramineux engendrés par les périples internationaux du chef de l'État. Une analyse qui ne manque pas de faire vibrer les consciences. Les séjours sont par exemple des dates, je vous donne le 14 mars, le 12 avril, le 14, le 17, le 27 septembre 2017, le 21 octobre également, il fait des séjours à Genève qui ont des coûts extrêmement faramineux pour un pays comme le Cameroun qui vit en dessous du seuil de pauvreté pour la majeure partie de sa population. Tenez pour exemple les avions affrétés par M. Biya et sa suite pour ces déplacements-là coûtent 800 000 francs suisses de frais d'avion. Il y a des frais de stationnement d'avion de 150 000 francs suisses. Il y a également des frais d'hébergement de 40 000 francs suisses à l'hôtel intercontinental qu'il aime bien fréquenter d'ailleurs, qui est sa véritable résidence et son véritable bureau. Donc il ne gouverne plus en réalité du Cameroun, il est à l'étranger. Et donc c'est à peu près un total de 2 milliards de francs CFA pour un séjour d'environ 10 jours pour lui et sa suite. Dans un pays où on a actuellement une insécurité alimentaire aiguë dans la partie septentrionale du pays, en majorité, et également dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, plus de 3 millions de citoyens camerounais vivent en insécurité alimentaire aiguë, d'après les chiffres même du ministère de l'Agriculture et on du développement rural. Tous ces chiffres. Donc effectivement, il y a les coûts de ces déplacements. C'est vrai que la souffrance des populations camerounaises est palpable. Pauvreté, chômage et un océan d'opportunités disparus pour les jeunes. Le tableau est sombre. Selon le militant du MRC, après 42 ans de gouvernance, le bilan est véritablement apocalyptique pour un président qui semble avoir élu domicile loin de son propre pays. Mais le journaliste Alain-Jules Meignet s'insurge contre ces accusations, les qualifiant de pur acharnement teinté de haine, surtout lorsqu'il s'agit du président de la République. Pour lui, ces critiques ne sont rien d'autre qu'un feu d'artifice de ressentiment mal placé. On l'écoute. Je suis souvent étonné de voir des contradictions dans les discours de certaines personnes qui finalement, dans leur façon de faire, procèdent beaucoup plus de la haine que d'autres choses, notamment par rapport au président de la République. Alors j'en veux pour preuve notre interlocuteur de tout à l'heure qui parle d'un fantôme qui dirige le Cameroun. Et la contradiction, c'est laquelle? C'est de dire que finalement, il est actuellement en déplacement. Du coup, on se pose la question de savoir quelle est la réalité finalement du discours. Alors, le chef de l'État du Cameroun était en Chine le 8 septembre. On sait pourquoi il voyage. Il voyage parce que le Cameroun a besoin n'est-ce pas, des partenaires internationaux pour se développer, etc. Et on sait qu'aujourd'hui, il travaille à Genève. Alors, il y a certains qui ont avancé, n'est-ce pas, de ce spectre de la vacance de pouvoir, soi-disant, il est en déplacement depuis je ne sais pas combien de temps, etc. Mais je dis que c'est un faux débat. Pourquoi c'est un faux débat? C'est un faux débat parce que il y a un exemple qui est très simple. Du 5 ou bien du 4 au 6 octobre dernier, il y a eu le sommet de la francophonie. Est-ce que le chef de l'État a été représenté par quelqu'un? Oui.
à partir de ce moment-là, le débat sur la vacance pouvoir est clos, complètement clos. Donc, je suis toujours étonné de voir, n'est-ce pas, ces salbigondis qu'on déverse sur les réseaux sociaux, où on dit tout et n'importe quoi, des gens qui, en réalité, ne maîtrisent absolument rien, ne maîtrisent pas le fonctionnement d'un État. Des gens qui ne maîtrisent pas le fonctionnement d'un État. Voilà une déclaration qui risque de faire grincer les dents chez le militant du MRC. Et sa réponse, bien que douce, est aussi cinglante. Avec un sang-froid que lui seul semble posséder, Fotting déroule sur la scène avec finesse. Sa référence à Charles Ateba Eyene est un véritable chef-d'œuvre de subtilité, l'art d'être hors sujet. On l'écoute. Un brillant homme politique camerounais qui était d'ailleurs du RDPC, le parti au pouvoir, qui s'appelait Charles Ateba Eyene, de regrettée mémoire, écrivait un livre, je ne sais pas s'il l'a terminé, qui s'appelait L'art d'être hors sujet. C'est-à-dire, on pose un sujet qui est celui de des absences répétées du président de la République. Il a un agenda qui prévoit et qui confirme une participation à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui confirme sa participation au sommet de la francophonie, qui confirme sa participation également à un sommet qui devait se tenir cette semaine en Allemagne. Il est absent de tous ces sommets-là, alors que son entourage a confirmé sa participation, c'est-à-dire sa présence physique à lui. Et on nous parle de représentation. Surtout, pour terminer, on nous parle de haine. C'est-à-dire, c'est toujours cela, on est hors du sujet. Qu'à avoir la haine avec la question des absences répétées d'un chef d'État qui est tout à fait questionnable parce que c'est quand même celui qui porte des aspirations, le destin de tout un pays. C'est celui à qui les Camerounais, en tout cas de fait, vu qu'il est président de fait après avoir truqué les élections dernières, les Camerounais, même si on considère que de fait il est président de la République, ils ont le droit tout à fait de se poser la question de savoir où est-ce qu'il se trouve. Et effectivement, je savais que ce discours de la haine allait revenir, parce que c'est cela que les gens qui supportent le régime ont tendance toujours à avancer. Ici, les médias, exactement comme les citoyens, sont en train de questionner son absence et son état de santé. Et on vous parle de haine. Cependant, j'ai une très belle image ici à présenter à nos téléspectateurs, mais y compris à mon collègue en face, qui montre ce que c'est que la haine. Parce qu'ici, on n'est pas en train de parler de l'absence répétée de quelqu'un. On parle ici de chefs traditionnels, d'autorités traditionnelles qui ont organisé les obsèques fictives de notre président, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. On n'a entendu aucun discours des gouvernants pour fustiger justement ce type de comportement, mais on s'interroge ou on traite ceux qui questionnent l'absence du président de la République de haineux. C'est certainement ce que je disais au début, l'art d'être hors sujet. Sur l'affiche brandie avec colère par Fotting apparaissent les visages des chefs traditionnels de la Léquié. Cette pratique a laissé des traces indélébiles. La photo du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, utilisée par ces rituels, a fait trembler d'inquiétude même les plus ardents partisans, ainsi que l'opposant Maurice Kamto lui-même. C'est en réponse aux propos jugés outrageants du professeur Maurice Kamto sur la mémoire du professeur Hubert Mononzana, décédé le 16 novembre 2023, que ces chefs traditionnels de la Léquié, terre natale de Mononzana, ont décidé d'exécuter un rite traditionnel peu commun, utilisant ici la photo de Maurice Kamto et un cercueil rouge. On assiste alors aux obsèques de l'homme politique. À l'époque des faits, nous avions déjà couvert cette affaire. Nous vous invitons à découvrir un extrait où des voix politiques s'élèvent sur ce sujet. Un chef traditionnel pousse une brouette vide à travers le village avec un cercueil factice orné de la photo du professeur Maurice Kamto. La pièce commence avec une dose d'ironie déconcertante. Est-ce un nouveau spectacle comique ou le dernier acte désespéré d'une troupe de clowns? Kamto, c'est un Bamileke, c'est pas un petit, c'est pas un écart, c'est pas un éton. Mais par contre, donc la sorcellerie, car on ne peut pas aller toucher la sorcellerie Bamileke. Par contre, on lui dit, reste là-bas. Donc c'est un message extrêmement clair que pour nous, on ne veut plus entendre parler ni de toi, ni de ton parti, ni de tes partis. Et la terre n'est même pas encore là. Que Kamto, ces gens aillent faire un petit meeting là-bas. C'est-à-dire, s'ils sont des hommes, s'ils ont des testicules,
Oh là là. Qu'il traverse l'équipe pour faire des... Parce que c'est ça. Quand vous-même vous créez une situation de violence, vous montrez aux gens que vous êtes extrémiste. Il n'y a aucun monopole de l'extrémisme au Cameroun. Alain Jules Meignet, Henri à gorge déployée, il est clair comme de l'eau de roche que ce journaliste n'est jamais sur la même longueur d'onde que son interlocuteur. D'ailleurs, il ne s'en cache pas et s'efforce à chaque occasion de transformer les propos du militant du MRC en une farce comique. Pour être franc, Alain Jules Meignet excelle dans l'art du Meignet, jonglant avec les mots. Les échanges entre ces deux hommes ressemblent à une véritable bataille des flèches acérées, chacune visant à percer la mue de l'autre. Je suis toujours très abusé d'entendre certains qui ont fait de leur politique une espèce d'idéologie fasciste, parce que je le dis, et je pèse mes mots, hein, c'est-à-dire que quand on interroge une absence soi-disant, est-ce qu'il faut s'accrocher sur justement des hors-sujets comme évoquer le président de son parti quand un groupuscule d'individus a fêté ses obsèques, on va dire ça comme ça. Franchement, pour un débat comme celui-là où on parle du sommet de l'État, je crois que c'est ridicule déjà pour moi. Maintenant, pour aller plus loin dans cette façon de juger, n'est-ce pas, les pseudo-absences. Moi, je parle de pseudo-absence. Parce que tout à l'heure, il évoquait le fait que ouais, les voyages coûtent ceci, les voyages coûtent cela et tout. Mais il oublie quand même que le président a été invité en Chine. Parce que c'est facile de parler des voyages. Le président a été invité à la francophonie, où il a été représenté. Et aujourd'hui, le président, que fait le président? Le président est à Genève. Il faut le savoir. Cher monsieur, attendez, non, je ne vous ai pas interrompu. C'est des cours chez jour privés. Oui, je ne parle pas des déplacements officiels. Je ne vous ai pas interrompu. Je parlais des cours chez jour privés. Le respect. Donc ne soyez pas hors sujet. Non, le respect, c'est d'écouter son interlocuteur. C'est le minimum. Voilà. Alors, donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a justement cet amalgame. On mélange tout et n'importe quoi, comme il a fait tout à l'heure. Il parle des séjours privés. Il donne des dates qui n'existent nulle part, probablement dans sa tête. Donc, je crois qu'il y a un véritable problème aujourd'hui au Cameroun. C'est celui, n'est-ce pas, des gens qui prêchent dans le vide le plus total. Mais attention, Jacques Mounombo a un autre point de vue à partager. Cet analyste politique ne se contente pas de gratter la surface. Il plonge directement dans les abysses du passé pour pointer du doigt un système imposé dès les années 60. Une véritable chape de plomb laissée par la France qui pèse encore lourdement sur les épaules du Cameroun. Il dépeint ici ce système comme un monstre à plusieurs têtes dont les ramifications s'étendent jusqu'à nos jours, freinant le développement et l'autonomie du Cameroun. Pour renforcer la puissance de ses propos, il nous entraîne dans les méandres fascinants de l'histoire du Cameroun, déterré des vérités enfouies depuis trop longtemps. Son analyse est une invitation à réfléchir sur les conséquences de ce passé colonial et sur la nécessité d'une réévaluation radicale des structures en place. On l'écoute. Aujourd'hui, c'est que le problème véritablement, comme je le disais, c'est pas non plus la personne de Paul Biya qui rentre en jeu, mais c'est le système. Le système qui avait été mis en place depuis les années 60, qui avait été imposé par la France. Parce que vous allez vous rappeler, en fait, c'est quoi? C'est que dans les années 40, c'est toujours important de ressasser un peu l'histoire. Dans les années 40, en fait, émergeait au plein cœur du Cameroun l'Union des populations des peuples camerounais, l'UPC. Et avec leur leader qui était un grand résistant qu'on appelait Oumniobé. Mais on voit très bien, on connaît les conditions dans lesquelles le type avait été assassiné. Il avait été assassiné le 13 septembre 1958. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quoi? Lui, dans sa tête, il voulait déjà procéder par l'indépendance du Cameroun et fédérer le Cameroun pour que le Cameroun soit un État souverain. Souverain du point de vue de l'armée, souverain du point de vue économique, souverain du point de vue politique et même dans son choix envers les partenaires. Donc on voit très bien que le type avait été neutralisé. On l'a tué. Et quelques mois après, c'est qu'un de ses militants, qu'on appelait Félix Moumié, qui était médecin, on va aussi l'assassiner en Suisse. C'est pas moi qui le dis, hein. En fait, les enquêtes avaient été menées par l'État belge et l'État suisse, etc. et tout. Donc, on voit très bien que le gars avait été écarté. Donc, en fait, tous les hommes politiques camerounais, patriotes, panafricanistes,
qui voulaient le bien de ce pays-là ont été neutralisés. Et aujourd'hui, ceux qui se trouvent actuellement en train de gérer le pays, mais ce sont des gens qui sont des collabos, en fait, on va le dire comme ça. Donc, les Camerounais, aujourd'hui, je comprends le sentiment de ras-le-bol qu'ils ont. C'est pour dire que, effectivement, c'est un grand pays. Un pays mérite d'être respecté. C'est un patrimoine commun. Les Camerounais, tout ce qu'ils ont de précieux, c'est leur Cameroun. C'est leur pays. Et donc, ils ne peuvent pas admettre qu'il y ait quelqu'un qui dirige le pays. Nonobstant le simple fait que la personne ne dirige pas bien le pays, mais il est dans un état de santé qui est assez critique. Il n'a plus de ses facultés intellectuelles, les facultés physiques, etc. Ce n'est pas moi qui le dis, il a 91 ans, le président Paul Biya. Donc il est tout à fait normal qu'ils comprennent que, mais est-ce que le type est en bonne santé? Est-ce que c'est lui qui dirige le pays? Le président est devenu une figure fantomatique n'ayant plus montré le bout de son nez en public depuis sa participation au sommet Chine-Afrique depuis début septembre à Pékin, où selon certains médias étrangers, il aurait connu un malaise. Son absence lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU à la fin septembre à New York, suivi de son retrait du sommet de la francophonie du 4 au 5 octobre en France, a déclenché un véritable tsunami de spéculations sur les réseaux sociaux et dans les médias. Certains vont jusqu'à le dire gravement malade, tandis que d'autres n'hésitent pas à avancer qu'il serait carrément décédé. Pourtant, le gouvernement s'empresse d'assurer que le président se porte à merveille. Fin de citation. Il faut apaiser la tempête, mais depuis début octobre, les rumeurs continuent de gonfler, alimentant les inquiétudes sur la santé du chef de l'État camerounais. Cette histoire-là fait couler beaucoup. Donc pourquoi? Mais c'est normal qu'il y ait des débats télévisés autour de la santé du président de la République. Mais j'ai suivi un communiqué qui avait été pondu par le ministère d'administration et territoriale qui disait qu'il interdisait tous les médias qui devraient débattre autour de la santé du président de la République. Mais nous sommes là dans une dictature. Les débats peuvent être tenus. Les gens doivent débattre, doivent connaître la santé véritable de leur président, parce que c'est le président en exercice. Il est président en exercice. On ne parle pas d'un président qui a fini son mandat, qui est parti. Non, il est président en exercice. Il est évident que les Camerounais puissent connaître la santé de l'état de santé de leur président. Le Cameroun, une dictature. Pour ceux qui osent ouvrir les yeux, les signes de la décadence s'affichent avec la clarté des néons clignotants et ne cessent de se multiplier. Arrivé au pouvoir en 1982 après la démission d'Amadou Ahidjo, le premier chef d'État camerounais, Paul Biya a rapidement dissipé toute illusion. Faut-il nous éclairer ici sur le fait qu'au lieu de bâtir un état de droit, le chef de l'État a choisi de tisser les fils d'un régime personnel dont les ravages sont désormais visibles. 42 ans plus tard, on assiste même à l'émergence d'un scénario apocalyptique où la dislocation pure et simple du pays devient une possibilité terrifiante. On l'écoute. Le Cameroun, c'est une dictature. Et qu'est-ce qu'on entend par dictature pour les téléspectateurs qui nous écoutent? C'est simplement un système de gouvernance dans lequel un individu ou un groupe d'individus concentre entre leurs mains la totalité du pouvoir et l'exerce de manière autoritaire. C'est ce qui se passe au Cameroun. C'est une bande de kleptocrates vieux qui malheureusement gèrent le Cameroun par la répression, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des sons dissonants. C'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui en prison des revendicateurs corporatistes de la région anglophone, du nord-ouest et du sud-ouest, qui avaient simplement demandé que les zones anglophones soient gérées par rapport aux spécificités locales qui se retrouvent en prison. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui encore des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui ne demandaient que des comptes par rapport à la gestion des fonds de la CAN, 3 000 milliards qui se sont évaporés dans la nature, qui demandaient également la fin de la guerre dans le nord-ouest et du sud-ouest, qui demandait entre autres justement que le résultat des urnes soit respecté au Cameroun, qui sont en prison encore aujourd'hui. Et donc à cela, naturellement, on vous répond que ben oui, il y a quelqu'un qui est très jeune, très vaillant, qui gère le pays et qui promet que vous serez surpris, c'est le mot que j'ai entendu, vous serez surpris du Cameroun que vous verrez demain. Mais on est habitué à cela. Monsieur Biya nous a habitués à des slogans. Le Cameroun, le septennat des grandes ambitions, le septennat des grandes réalisations, l'émergence en 2035. Et on nous dit que vous serez surpris très bientôt et qu'il y a des petits retards. Mais tenez-vous un exemple bien concret. L'autoroute, toute première autoroute en 2024, le Cameroun, qui est un pays quand même qui a un certain revenu, un certain PIB, ne dispose d'aucune autoroute.
encore actuellement. La construction de l'autoroute entre Yaoundé et Douala, qui sont les deux plus grandes villes du Cameroun, un chantier à la base censé être réalisé en quelques mois, est aujourd'hui à plus d'une dizaine d'années de chantier. On a fait 60 km de route et on nous parle de petits retards. C'est en fait de cela qu'il est question. Si le drame s'est longtemps joué dans l'ombre, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cependant, il faudra sans doute bien plus qu'un simple soulèvement des problèmes évoqués par le membre du MRC pour mettre un terme définitif à un régime désormais englué dans ses propres contradictions et coincé dans une impasse inextricable. Pour le MRC, le principal artisan de cet échec retentissant n'est nul autre que M. Paul Biya lui-même. Et si c'était réellement le cas, l'avenir du Cameroun ne serait-il pas inévitablement lié au départ de celui que l'opposition désigne comme le grand absent? Ce sont là les questions brûlantes que de nombreux Camerounais soulèvent désormais avec une ferveur croissante. C'est la question justement de savoir pourquoi ces absences. Est-ce que le Cameroun est gouverné? Et c'est là où le bilan est intéressant à questionner de M. Biya. Ce bilan, naturellement, il est celui qu'on connaît tous, à savoir que, par exemple, je vous ai déjà dit tout à l'heure les chiffres sur l'insécurité alimentaire. Je vous dis encore actuellement que d'un point de vue économique, c'est un marasme total, c'est une économie en ruine. Un pays là où tout le monde, s'il disposait d'un visa, fuirait immédiatement le pays. Et le pays se vide d'ailleurs de sa jeunesse au quotidien. On a également, pour terminer rapidement dessus, des inondations dans le nord du Cameroun aujourd'hui. Et le gouvernement de M. Biya propose de soutenir les sinistrés à hauteur de 1750 francs CFA par personne. C'est 2 euros exactement, pour vous donner une petite idée, des sinistrés qui ont tout perdu dans des inondations. Pendant que M. Biya, comme d'habitude et comme je vous le disais, dépense 2 milliards de francs CFA pour 10 jours de séjour en Europe, et que dans le même temps, sa fille dépense en jet privé et en achat de sacs 14 000 euros et 500 $ de taxi par jour. Le Cameroun traverse-t-il l'une des périodes les plus obscures de son histoire? Les Camerounais se retrouvent-ils piégés dans une impasse sans issue? Assistons-nous à un nouveau recul vertigineux de la démocratie où les droits et libertés s'évanouissent? Dans ce débat passionné, Alain Jules Meignet se confronte à Fotin Nzozo et Jacques Mounumbo, chacun défendant avec ferveur sa vision du pays. Le journaliste, en totale opposition avec ses deux acolytes, s'efforce tant bien que mal de convaincre avec détermination et essaye de défier les opinions dominantes pour faire entendre sa voix dans le tumulte ambiant. Alors vous dites que quelqu'un a 91 ans et vous avez osé dire, je ne sais pas si vous êtes médecin, vous avez osé dire qu'il n'a plus toutes ses facultés mentales. C'est extrêmement grave d'avoir ce genre de propos dans un débat télévisé. Je dis bien extrêmement grave. Parce que est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous êtes son médecin? Bon, ça c'est vraiment, je trouve ça très triste. Hein. C'est-à-dire qu'on peut effectivement détester une personne, mais alors de se substituer à son médecin, c'est extrêmement grave. La question de l'âge permet de se poser la question. Oui, on peut se poser la question, mais encore faut-il, oui, voilà, il ne faut pas rester dans les spéculations. Encore faut-il être proche peut-être de son médecin pour juger, n'est-ce pas, de sa santé réelle. Donc c'est pour cela que, vous savez, il y a des gens en maison de retraite à 80 piges et d'autres qui, à 100 ans, ont toute leur tête. Parce que je peux vous dire que les gens qu'il a reçus récemment disent qu'il a toute sa tête. On revient toujours sur les absences. Est-ce que le pays est gouverné? Est-ce que le pays n'est pas gouverné? On se pose ces questions-là le matin, à midi et le soir. Mais la question est de savoir si il y a un ministre de la Communication qui a relayé pour tordre le cou à ces rumeurs, n'est-ce pas, de maladies, les lanceurs d'alerte, soi-disant journalistes, qui nous pompent l'air avec des informations biaisées, complètement biaisées. J'ai eu dire, hein, justement, en parcourant certains forats sur les réseaux sociaux, etc., qu'un avion médicalisé avait quitté la Suisse. C'est-à-dire que les gens croient à ces balivernes-là, ces salbigondis. Comment pouvez-vous croire que quelqu'un va partir de la Suisse pour venir se soigner en France? Je crois que c'est tellement incongru, d'autant plus qu'on sait très bien que les médecins du président de la République sont en Suisse. Bon. Ce qui frôle l'absurde, c'est l'affirmation de Fotin lorsque plus haut il évoque le bilan désastreux du régime en place, que ce soit en matière de gestion des projets,
des activités de passation et d'exécution des marchés publics ou encore des indemnisations en tout genre et les transactions du quotidien, le tableau est loin d'être reluisant. Après plus de 40 ans à la tête du pays, le nombre de marchés attribués de gré à gré et celui des chantiers laissés à l'abandon se compte par centaines de milliers. Une véritable hécatombe pour les infrastructures. Le Cameroun souffre aujourd'hui d'un manque criant d'infrastructures. Pourtant, pour le journaliste Alain-Jules Meignet, tout n'est pas aussi noir que cela au Cameroun. On l'écoute dans cet extrait. Un pays ne se mesure pas à ses infrastructures. Je l'ai toujours dit. C'est bien beau l'habillage. Et je vous ai dit tout à l'heure que le Cameroun était un chantier. Alors, on a quand même une autoroute, c'est vrai. Hein, Yaoundé-Simalène, c'est une autoroute. Hein, et je suis passé récemment sur cette autoroute-là. C'est quand même beaucoup de voies. Je ne sais pas si c'est pour ça que je vais poser la question. Non, attendez. Est-ce que c'est une autoroute? Oui ou non? De combien de kilomètres? Non, attendez. Vous voyez c'est-à-dire, c'est ça qui est triste. Est-ce que c'est une autoroute ou pas? Oui ou non? L'essentiel, l'autoroute, ce n'est pas une autoroute qui a 1000 km ou alors une autoroute qui a 10 km. Ça change la dénomination. Soyez honnête. Non, attendez, je vous ai posé une question simple. Est-ce que... Quelle ville, s'il vous plaît? Attendez. Non, mais je vous ai posé une question. Vous refusez de répondre à cette question-là. Je peux vous répondre. C'est pas mon rôle. Est-ce que c'est une autoroute? Oui ou non? Moi, j'attends l'autoroute Yaoundé-Douala. Bon, passons. Il attend l'autoroute Yaoundé-Douala. Donc, effectivement, je peux comprendre des gens qui se plaignent parce que le Cameroun est un pays riche. Je peux aussi dire que voilà, il y a peut-être des fois un manque d'imagination dans le processus de développement, dans le processus de gouvernance. Ça, c'est clair, hein, il faut être honnête. En revanche, de dépeindre tout en noir, ce n'est pas réel. Voilà, c'est tout ce que Alors, du moins, si le fonctionnement d'un État ne se mesure pas aux infrastructures, est-ce que par ailleurs les institutions mises en place sous le gouvernement Biya sont opérationnelles? Mais forcément, toutes les institutions sont opérationnelles. Je crois que nous avons des députés, nous avons des sénateurs. Ça veut dire que le Sénat fonctionne, l'Assemblée nationale fonctionne, il y a un gouvernement. Donc, je ne sais pas, que veulent justement les gens? C'est la question que je me pose. Jacques Mounombo, quant à lui, plaide ardemment pour qu'on évite de sombrer dans le calembour et les jeux de mots futiles qui ne mènent nulle part. Dans son élan pour contrecarrer les propos d'Alain-Jules Meignet, il insiste sur l'importance vitale des infrastructures de transport pour un pays comme le Cameroun. Il affirme ici que sans un réseau de transport solide et efficace, la nation se retrouve à la dérive. Ces infrastructures ne sont pas seulement des routes et des ponts, elles sont des artères pulsantes qui alimentent l'économie et connectent les citoyens. Pour lui, investir dans ces infrastructures est une question de suivi et de progrès, sans quoi le Cameroun risque de stagner dans un passé révolu. On l'écoute. Le monsieur souligne ici, il fait comprendre que le développement d'un pays ne passe pas à travers les infrastructures. Mais j'en veux bien. Mais aujourd'hui, si par exemple, le Cameroun est un pays producteur du cacao, non? Il y a un peu de matières premières et tout. Mais s'il faut, au fin fond du village, on cultive du cacao pour acheminer ça vers la ville, par exemple, Yaoundé ou Douala, on a besoin quand même de bonnes routes. Et si les routes ne sont pas bonnes, comment est-ce qu'on fait? On va faire avancer le pays comment? Voilà encore une autre ambiguïté. Il est dans le calembour. Un troisième point, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que lorsque je suis venu ici à l'émission, je me suis amusé à faire un peu quelques recherches. J'ai regardé l'IDH du Cameroun, l'indice de développement humain. Il est très faible. Monsieur, vous n'allez pas me dire le contraire. Ça suffit là pour démontrer que le Cameroun, les choses ne vont pas bien. Vous voulez encore autre preuve? Vous croyez? La quatrième preuve, c'est que le système politique qui se trouve actuellement au Cameroun lui avait été imposé. C'est un système politique issu de la puisse néocoloniale. C'est pour ça que les Camerounais aujourd'hui n'en veulent plus. Ils veulent bouter hors de leurs frontières ce système. Ah bon. Faites les sondages, vous allez me donner raison. Alors que l'on s'interroge sur l'absence mystérieuse de Paul Biya, peut-on vraiment espérer une embellie pour l'économie du Cameroun, ce géant de la zone CEMAC? On se souvient, en 2006, le Cameroun avait atteint le sommet de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, PPTE, ouvrant ainsi la voie à des grandes ambitions, selon les dires de la communication de la présidence de la République. Puis vint
le temps des grandes réalisations. En 2018, cependant, les communicants se sont montrés moins inspirés, évoquant péniblement la force de l'expérience accompagnée d'une poignée de promesses vagues dans leur profession de foi, hâter l'exécution des projets structurants. Écoutons une fois de plus le militant du MRC sur ce sujet. Évidemment, le développement d'un pays ne se mesure pas qu'aux infrastructures. Là-dessus, on peut être tout à fait d'accord. Mais cependant, il ne faut pas se limiter justement aux infrastructures. Il faut questionner d'autres aspects. Le Cameroun, géré par M. Biya en 40 ans, a fêté, il n'y a pas très longtemps de cela, la sortie de l'initiative PPTE. Entendez par là pays pauvres et très endettés. C'est-à-dire qu'on sortait de pays pauvres et très endettés pour rester naturellement des pays pauvres. Qu'est-ce qu'on entend par pays pauvres d'après les Nations Unies? C'est simplement des pays là où la majeure partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté qui est de $2, si je ne me trompe pas aujourd'hui, par jour de moyens à disposition des populations. Il faut rappeler que le SMIC au Cameroun est de 36 200 francs CFA pour ceux qui ont la chance de trouver un emploi. C'est pour ça que la jeunesse veut partir, c'est pour ça qu'elle suit les routes de l'immigration, c'est pour ça qu'on retrouve des Camerounais qui lancent des cris d'alarme dans le désert encore aujourd'hui. Dans les jours précédents, il y en a eu pas mal qui souhaitent même retourner, tout simplement parce que naturellement, le régime du RDPC a fait ce qu'il sait faire le mieux, consumer tout. Et ce n'est pas un hasard si, pour emblème, ce parti politique a choisi les flammes. C'est le parti des flammes. Ces flammes consument le pays. Elles consument le budget de l'État du Cameroun, avec des dépenses dans des séjours privés extrêmement onéreux. Elles consument également les espoirs du Camerounais lambda, parce qu'il manque naturellement les bases, le minimum, pour vivre de manière digne. Tenez-vous pour ceci, tenez ceci par exemple, l'eau et l'électricité, en 2024, sont encore un miracle pour les Camerounais. Dans beaucoup de villes qui sont les principales du Cameroun, on ne parle pas de l'arrière-pays, je vous parle de Yaoundé et de Douala, où il y a des quartiers où il y a 2 semaines sans eau et sans électricité. Donc, dans un pays où le minimum pour permettre aux populations de vivre dans des conditions dignes de santé et de salubrité n'est pas assuré, je ne parle même pas d'économie, mais comment vous voulez qu'on puisse parler d'un pays développé? C'est des slogans creux et oiseux qu'on nous balance à tue-tête. Assiste-t-on à un tournant décisif dans la présidentielle au Cameroun? Le président camerounais est désormais sous le feu des critiques. Sa plus grande vulnérabilité, son âge de 91 ans, ses absences répétées depuis qu'il a pris les rênes de l'État deviennent des armes redoutables pour ses opposants qui n'hésitent pas à exploiter cette vacance de gouvernance pour asséner des coups aux locataires du palais d'Etoudi. Chaque jour qui passe semble renforcer leur arsenal et la question se pose: peut-on encore croire à un avenir radieux sous sa direction? Monsieur Biya, et on l'a vu en Mondovision, à l'Assemblée générale des Nations Unies, ne pas savoir qui sont dans la salle, se questionner avec micro ouvert. On l'a vu également lors d'une réception dans son propre palais, en train de se retourner, ne sachant pas où aller. Mais c'est tout à fait normal. C'est à son âge, c'est des facultés qu'on peut perdre à un moment donné. On n'est pas ici en train de détester un individu. Parler de politique, ce n'est pas détester ni haïr qui que ce soit. C'est simplement questionner la scène politique de notre pays, voir quelle est la situation du pays pour les Camerounais et naturellement se questionner surtout sur ces fameuses absences. Il faut rappeler qu'au plus fort de la pandémie à Covid, début des années 2020, c'est l'ambassadeur de France, M. Christophe Guilou à l'époque, qui a donné les nouvelles de M. Biya aux citoyens camerounais sur le perron du palais présidentiel. Pourquoi? Parce qu'il était porté, encore une fois, absent. Pourtant bien présent sur le territoire camerounais, mais il n'est pas proche des Camerounais, il les tient à distance. C'est un peuple qu'il n'aime pas. On ne peut pas gouverner et construire un pays qu'on n'aime pas. Quand on aime un peuple, quand on aime un pays, on est proche des populations de ce pays-là. Il en est tellement éloigné que pour se déplacer, pour faire ses sorties et ses voyages privés, on bloque la totalité des artères de Yaoundé en divisant la ville en deux. Toute la journée, le temps que M. Biya puisse se déplacer. Pourquoi? Parce que naturellement, si on ne tient pas sa légitimité d'un peuple, on en a peur. Et on tient sa légitimité de qui? Ben, naturellement, des pays occidentaux, là où on est habitué, là où on a ses habitudes, là où on vient de dépenser des sommes faramineuses. C'est la réalité. Et si c'était la dernière fois, que se passerait-il alors?
Que deviendrait le palais de Toudi s'il devait changer de locataire avant la présidentielle tant attendue de 2025 qui pourrait bien relever le défi de prendre sa place à Yaoundé? Ces questions sont aussi délicates qu'un fil de soie, mais elles hantent pourtant les esprits comme des fantômes. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, au pouvoir, a depuis longtemps entamé sa refondation. Mais les clans s'affrontent et les coups bas fusent déjà quant à l'heure fatidique où le chef de l'État passera le flambeau. Elle se rapproche à pas de géant, implacable dictature du temps. Alors que se passera-t-il dans ce grand théâtre politique? Tout le monde est mortel, vous savez. Et bien évidemment, je dis encore une fois que je m'inscris en faux face à certaines allégations. C'est-à-dire qu'un homme de 91 ans peut être, sur le plan intellectuel, n'est-ce pas, et puis même sur le plan physique, être beaucoup plus apte qu'une personne de 70 ans. Ça, il faut le savoir. Je sais que la maladie peut parfois détruire des gens, c'est-à-dire on peut avoir 20 ans et puis être plus fatigué qu'un homme de 60 ans, par exemple. En revanche, par rapport à votre question, je crois que le Cameroun, contrairement à ce que j'ai entendu ici, c'est une dictature, etc. Moi, je vis en France depuis plus de 30 ans. Je peux vous dire que le Cameroun, en matière de liberté d'expression, il y a plus de liberté d'expression au Cameroun qu'en France. Je peux vous le dire. En prenant, je ne vais pas parler de moi, en prenant simplement mon histoire personnelle. Mais je passe dessus. Alors, le Cameroun est forcément prêt pour une transition. Et il ne faut pas que les gens croient que la transition, c'est forcément un autre parti, c'est forcément une autre idéologie. Il faut que les gens sachent que quand on se base sur un seul homme, parce qu'effectivement il a duré au pouvoir, il ne faut pas croire que ceux qui viendront après lui seront forcément hors du champ politique de cette personne-là. C'est-à-dire, je parlais du parti RDPC. Mais aujourd'hui, poursuivre avec le modèle de gouvernance à Paul Biya, peut-être ça va continuer. Mais bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'après Paul Biya occupe toutes les pensées. Pourtant, au Cameroun, personne n'ose en parler à voix haute. Évoquer cet après est perçu comme un crime de lèse-majesté, une trahison morale inacceptable. C'est une faute politique sans contexte. À Yaoundé, les murs sont bardés d'oreilles attentives, mais le peuple, lui, n'est pas muet. Pour autant, il attend avec impatience un signe, un indice révélateur. C'est certain, murmure certains. Paul Biya, ce maestro de la politique, admiré par tous les barons du régime, doit avoir un plan magistral en tête. Mais ce fameux plan, existe-t-il vraiment? Que se passera-t-il si, du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, Paul Biya se voyait soudainement incapable de gouverner sans avoir dévoilé ses intentions préalablement? Alors que le monde entier scrute l'état de santé du chef de l'État camerounais, ce scénario devient difficilement improbable. J'ai entendu tout à l'heure le panéliste en face de moi dire que voilà, les Camerounais veulent tout changer, veulent tout balayer. Mais vous vous permettez d'entrer par effraction? Non. J'ai dit la majorité des Camerounais veulent la rupture. Mais faites les sondages. Mais vous prenez ça où? Vous prenez ça de qui? Vous prenez ça. C'est ça que je dis. Mais vous arrêtez. Dans quel monde, non, attendez. Vous dans quel monde? Soyons sérieux. Vous savez, n'entrez jamais par effraction dans la tête des gens. Vous n'entrez jamais. Vous entrez par effraction. Vous allez me donner raison. Lesquels sondages? Faites les sondages. Lesquels sondages? Faites des sondages autour de vous. Mais vous racontez n'importe quoi. Mais vous, ah bon? Parce qu'il détient la vérité. Non, c'est pas. Il détient la vérité. Pas ça. Et moi, je ne détiens pas de vérité. Moi, je suis en train de vous dire que il faut faire très attention quand vous ne connaissez pas un pays. Vous êtes allé au Cameroun déjà? Monsieur. Attendez, je vous pose une question simple. Vous allez au Cameroun plus de 2 fois. Ah, juste 2 fois. Voilà. Juste 2 fois. Donc vous ne connaissez pas le Cameroun. Vous êtes allé où? Si vous restez à Yaoundé, attendez, si vous restez à Yaoundé, voilà, vous êtes allé au Cameroun. Il faut qu'on soit un tout petit peu sérieux. Est-ce qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, on a besoin de visiter un pays pour pouvoir comprendre la situation de ce pays? Vous voulez que demain, quand vous allez tout à l'heure, quand vous allez prendre la parole, que je vous interrompe? C'est ça que vous voulez?
Non, mais messieurs, On vous laisse un peu poursuivre. d'élégance un minimum de d'élégance sur le respect. plateau. Non, non, vous êtes inélégant. Vous êtes inélégant, vous m'interrompez. Vous posez une question, On va vous poursuivre posez le une modèle question de et le gouvernance. monsieur répond. Non, 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 je ne vais pas poser de question. Je ne vais pas poser de question. Non, 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 je Messieurs, ne vais pas poser de question. recentralisons le débat. On recentralise le reste débat. sur le J'étais en train modèle de de dire ceci. gouvernance. Vous ne pouvez pas entrer, c'est ça que je suis en train de dire, je ne vais pas poser de question, vous ne pouvez pas entrer par effraction dans la tête d'un peuple. C'est pas possible. Je ne peux pas entrer par effraction dans la tête de tous les Français en disant que voilà, les Français ne veulent pas de Macron. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui vous arrive quand vous avez des propos comme cela. C'est-à-dire que faites un sondage. Est-ce que les sondages sont un baromètre de vérité, selon vous? Vous pouvez me répondre? Vous ne pouvez pas me répondre. La Constitution est claire. En cas de vacances dues à un décès ou un empêchement définitif déclaré par le Conseil constitutionnel, l'élection du nouveau chef de l'État doit impérativement se tenir dans un délai de 120 jours, 4 mois durant lesquels le président du Sénat se retrouve propulsé à la tête du pays. Malgré lui, combien sont-ils ces opposants audacieux à lever les yeux vers le palais, tentant de percer à travers la brume matinale qui flotte comme un mystère, les secrets insondables du Saint des Saints, opposition farouche, hommes politiques aguerris, simples badauds ou électeurs curieux, tous ont en un moment ou un autre rêvé de résoudre l'énigme du Sphinx, de tout dire et de découvrir la réponse à la question éternelle. Qui héritera du trône après Paul Biya? Beaucoup ont échoué dans cette quête épique. Pourtant, Alain Jules Meignet nous assure que le Cameroun est prêt pour une alternance. On l'écoute. Aujourd'hui au Cameroun, contrairement à ce qu'on raconte, tous les salmigondis qu'on entend ici et là, le Cameroun est prêt pour une alternance. C'est-à-dire qu'il y a une élection présidentielle demain au Cameroun et tout le monde sait ce qui se passe au Cameroun. Moi, je vais au Cameroun tous les 3 mois, je sais ce qui se passe au Cameroun. Je ne reste pas à Yaoundé ou à Douala, je vais dans des villages. Je peux vous dire que demain, s'il y a une élection, et il faut être honnête un tant soit peu, au Cameroun aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Je le dis par expérience, il n'y a pas d'opposition. Ce vieillard dont on parle, le président Paul Biya, je peux vous dire quelque chose. Si demain, il décide de se représenter à l'élection présidentielle, je vous dis, comme M. Gbagbo disait, il n'y a personne en face. En face, c'est Maïs. Je vous garantis qu'il gagne la main dans la poche parce qu'il n'y a absolument rien. Et il n'y aura pas de tricherie. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que je suis allé dans les villages. On ne connaît que le président Paul Biya dans tous les villages. Et je sais comment ça se passe. Donc, ceux qui racontent, qui peut avoir, je chute, je chute. Ceux qui racontent que, en entrant par effraction dans la tête de tout un peuple, que voilà, ils veulent ceci, ils veulent cela, faites un sondage, etc. C'est tellement vaseux, c'est creux. Je veux qu'on parle avec des choses probantes. Vous voyez? L'incroyable jeu du trône de Yaoundé, Game of Thrones. Un seul homme perché au sommet de la hiérarchie détient les précieuses clés du scénario de sa propre succession. Depuis 4 décennies, Paul Biya a changé les acteurs de cette pièce dramatique plus souvent qu'un réalisateur en quête de perfection. En cette année 2024, à quelques mois du grand bal électoral de 2025, se demande-t-on s'il a enfin bouclé le script du futur du Cameroun, un script qui devra inévitablement s'écrire sans sa présence majestueuse. On se rappelle qu'au cœur de l'année 2021, le chef de l'État a lancé l'un des chantiers les plus attendus de ces dernières années, le renouvellement des organes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son parti dont il est le président national. Sur le plateau, Jacques Mounumbo conteste avec véhémence cette vision en affirmant que le Cameroun n'a pas besoin d'une simple alternance, mais d'une véritable alternative. On l'écoute. Et moi, je pense qu'il n'y a pas des hommes providentiels dans ce monde. Les cimetières sont pavés de personnes illustres. Cela n'a pas empêché le monde d'avancer. De Gaulle, qui a libéré la France, qui est arrivé en 1958, qui crée l'alternance de la 4 en la 5e République, qui crée la Cour de compte, l'ENA, qui a donné la souveraineté à la France. Il est parti, hein, mais la France continue d'avancer. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas d'hommes providentiels. Il y a des filles et des fils du Cameroun qui sont capables de prendre les commandes de ce pays-là et le faire avancer. Et j'y crois. Parce que les Camerounais, c'est intelligent.
Ils ont vraiment des capacités intellectuelles capables de pouvoir faire à ce que ce pays-là puisse rayonner sur la scène internationale. Ça, c'est un. L'alternance, effectivement, mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que le Cameroun, en tant que tel, comme un peu beaucoup des pays en Afrique centrale, sinon de l'Afrique francophone, n'a pas besoin d'alternance. Le Cameroun a besoin de l'alternative. Parce que l'alternance, en fait, c'est quoi? C'est une continuité du système france-africain auquel nous nous baignons jusqu'à aujourd'hui. Ça nous a entraîné des coups d'État, et quelle la alternative dictature. alors? L'alternative, c'est quoi? C'est effectivement manque d'opposition. L'alternative, en fait, ça vient mettre fin à un système qui existait déjà. Donc, c'est la rupture. Et lorsque vous faites la rupture, c'est que quoi? Vous êtes dans un combat de reconquête de souveraineté. Et dans cette souveraineté-là, en fait, vous devez être capable d'être indépendant économiquement, c'est-à-dire vous dotez votre pays, votre propre monnaie. Vous devez faire le choix de vos dirigeants. Vous devez aussi faire le choix au niveau de vos partenaires. Et le Cameroun, aujourd'hui, avec le système qu'il est actuellement, a du mal à faire cela. Le Cameroun, véritablement, aujourd'hui, n'a pas besoin de l'alternance, mais a besoin d'une alternative, la rupture. Si Paul Biya cessait d'être président, ses adversaires politiques auraient-ils enfin une chance de briller? Ils en sont convaincus, presque comme s'ils attendaient un miracle. Mais encore, faudrait-il qu'une figure consensuelle émerge? En 2018, Maurice Kamto s'était proclamé le héros désigné pour tirer le penalty historique. Le leader du MRC avait clamé avec fierté qu'il avait frappé le ballon et que le but avait été marqué avec éclat. C'est ainsi que le principal challenger de Paul Biya s'était autoproclamé président élu. Plus de 6 années se sont écoulées depuis cette déclaration tonitruante. La présidence de 2025 approche à grands pas. Après Biya, est-ce enfin l'heure de Maurice Kamto pour écrire sa propre légende? Nous avons un président qui est un visionnaire, quelqu'un qui est vraiment bien ancré sur les questions de souveraineté. D'ailleurs, il faut suivre la page du professeur Maurice Kamto. Ses 4 dernières sorties sont sur la question justement de la souveraineté. Il a 2 conférences qu'il a données, lui en tant que professeur de droit international, sur le droit international et la décolonisation inachevée. Donc pour justement bien centrer la question de la véritable souveraineté des États africains qui n'est pas encore acquise aujourd'hui. Nous avons donc à cœur de pouvoir travailler à aller vers cette véritable souveraineté-là, tant sur les aspects du droit international que sur les aspects de la coopération, les accords de coopération notamment. La question du franc CFA, nous proposons d'en sortir, c'est bien clairement marqué dans un programme de gouvernance. C'est ça la grande particularité qu'il faut avoir avec le MRC, c'est que nous ne venons pas faire des débats. La question est simplement quelle est la proposition que nous avons pour le peuple camerounais. Et nous avons donc un programme de gouvernance. Je répète, un programme de gouvernance. C'est que le RDPC en 42 ans n'a jamais pu faire. Ils n'ont jamais proposé un programme de gouvernance aux Camerounais. Donc nous avons un programme de gouvernance qui fait aujourd'hui 88 pages. Et qu'est-ce que nous proposons justement pour pouvoir amener cette souveraineté-là? Naturellement, c'est la rupture dans un certain nombre d'accords de coopération qui ne sont pas favorables à nos États. La sortie du franc CFA, par exemple, est un aspect bien concret qui est mentionné dans cet aspect-là. La formation au sein de l'Afrique centrale, des États-Unis d'Afrique centrale, au moins une confédération à 2 à 3 pays, parce que nous sommes pour un panafricanisme pragmatique, c'est-à-dire pas un panafricanisme des discours, mais exactement comme sur le modèle de ce qui se fait dans l'AES, l'Alliance des États du Sahel, un véritable fédéralisme entre pays africains pour pouvoir maintenir les questions de souveraineté et donc se protéger contre les velléités dans un monde globalisé où, naturellement, l'Occident et la France notamment imposent encore le calendrier, l'agenda politique sur pas mal de pays africains. Au-delà de tout cela, quelle incroyable chance a Paul Biya d'atteindre l'âge de 91 ans dans un pays où l'espérance de vie peine à franchir la barre de 54 ans. C'est notre grand-père à tous, un véritable monument vivant. Cependant, bien qu'il soit marqué par le poids des années et le fardeau du pouvoir, il semble loin d'être prêt à tirer sa révérence. Pour l'instant, évoquer sa retraite est un sujet aussi tabou qu'un secret d'État. Personne n'ose s'y aventurer de peur d'éveiller la colère de celui qui, malgré tout, continue de gouverner le pays. Écoutons Foti Nzodjou. Je suis très heureux que M. Migné lui-même ait mentionné ici que les médecins de M. Biya se trouvent en Suisse. C'est très questionnable, c'est vraiment lamentable. Pour un pays comme le Cameroun qui l'a géré pendant 42 ans, il n'a donc pas été en mesure de mettre sur pied un seul hôpital de référence où il puisse se soigner, avec des médecins qui puissent le soigner, au point où ses propres médecins se retrouvent en Suisse de l'aveu même de son partisan. C'est l'aveu de l'échec
totale de ce monsieur-là. Parce que si vous n'avez pas un seul hôpital dans votre pays en 42 ans construit par vos soins, où vous pouvez vous faire soigner par votre propre corps médical avec un plateau médical suffisamment adéquat, ça montre que vous avez échoué. Parce que vous n'avez pas eu 40 mois, vous avez eu 42 ans pour construire cet hôpital-là, vous ne l'avez pas fait. Vos absences pour des courts séjours privés à l'étranger, toujours en Suisse, et quelques rares fois en France, c'est aussi l'aveu que vous n'avez pas pu construire une seule ville suffisamment bien développée au Cameroun, touristiquement parlant, pour pouvoir y passer vos petits courts séjours privés et vous reposer en tant que chef d'État. C'est très questionnable. La question de l'âge de M. Biya, et c'est une question qui semble fâcher certains, mais il faut rappeler que M. Biya n'est pas une exception. Joe Biden, le président d'exercice actuellement aux États-Unis, qui n'a que 81 ans, contrairement à M. Biya qui en a 91, a été appelé, y compris par ses propres partisans, à ne pas se présenter aux prochaines élections, tout simplement parce que son âge ne lui permet pas, en raison de ce qu'il perdait quelquefois aussi ses facultés. Exactement. Il a confondu des noms, exactement comme M. Biya a confondu l'endroit où il se trouvait aux Nations Unies. C'est la même chose. Ça se voit, ça saute aux yeux. À travers les propos de Fotin Nzojo, il devient clair comme l'eau des roches qu'autour du chef de l'État, sans éveiller la moindre méfiance du vieux. Des guerres de clans se livrent déjà, des batailles acharnées dans l'ombre. C'est un signe indéniable que la fin est à portée des mains, telle une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. J'aime bien l'entendre, et on est toujours dans l'excès, dans des élucubrations, des historiettes à dormir debout. On essaie de danser une espèce de tango burlesque pour se faire l'intéressant. Parce qu'en fait, le problème de monsieur Fotsing, c'est il avance des arguments. Aucun argument. J'ai dit c'est vide. Vide, je dis bien vide. C'est pour ça que je dis, il danse une espèce de tango burlesque. On a l'impression qu'il est en train de, il est dans un théâtre. Ça sera aux éditeurs d'en juger. Exact. Vous avez cette tendance à interrompre les autres quand ils veulent parler. On vous laisse, c'est quand même, vous avez la parole. C'est pas sérieux. Bon, bref. Alors je dis, vous avez la parole. Il est une espèce de tango burlesque. On a l'impression qu'il est dans un théâtre, n'est-ce pas, un théâtre de boulevard où il danse avec une plume quelque part. Donc franchement, soyons un peu sérieux quand on parle de politique, quand on parle de notre pays. Soyons sérieux, un temps soit peu. C'est-à-dire que d'avancer des choses qui ne tiennent pas la route. Et c'est là tout le dilemme, cette conclusion impréparée, semblable à un orage qui gronde à l'horizon, chargé de risques et d'incertitudes qui pourrait faire trembler les fondations même du pouvoir. La perspective d'une transition chaotique plane comme un nœud sombre sur l'avenir du pays. Pourtant, dans ce tumulte, Alain Jules Meignet, lui encore, se démarque en nageant à contre-courant, affichant une conviction qui le place en désaccord total avec cette réalité troublante. On l'écoute. Le Cameroun n'est pas une dynastie. C'est-à-dire qu'il ne va pas commencer forcément à préparer quelqu'un. C'est une démocratie, le Cameroun, depuis des années. Donc ça veut dire que s'il y a une élection, M. Fossing peut être candidat. Moi, je suis Camerounais, je peux être candidat. Donc c'est comme ça. Donc je crois que c'est l'homme qui a apporté la démocratie au Cameroun. Parce que les gens sont libres de parler. Tout le monde le sait. Il y a des chaînes privées qui, si ces chaînes étaient en France, je vous promets qu'elles seraient fermées. Il sait de quelle chaîne je parle. Mais bon, voilà. Mais vous savez, quand on est basé sur, je répète encore, les réseaux sociaux, etc., on a l'impression que le Cameroun, c'est l'enfer, c'est une dictature, etc. Les gens ne peuvent pas s'exprimer, les gens ne vivent pas normalement. J'espère qu'il connaît l'histoire de Nachigal. Et puis, quand je parle de chantier, que le Cameroun est en chantier, il y a Nachigal, il y a Meveleux, il y aura de l'électricité partout, très bientôt. Il le sait très bien. Donc venir sur un plateau de télévision dire que le Cameroun se porte très mal, ce n'est pas sérieux. Le président camerounais, c'est l'incarnation même de l'immunité, un véritable super-héros du pouvoir, dit-on. Tandis que sur l'ensemble du continent, on attribue une multitude de problèmes à cette manie qu'ont certains chefs d'État de s'accrocher désespérément à leur trône. Paul Biya, lui, reste totalement serein comme un roi invincible. Il faut bien dire que sa longévité au pouvoir frôle l'eau légendaire. En effet, ces 42 années passées à la tête du Cameroun équivalent à une véritable dynastie. C'est comme si 5
présidents français Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron s'étaient succédés en un clin d'œil aux 7 présidents américains Reagan, George Bush, Clinton, George W. Bush, Obama, Trump et Biden avaient laissé leur empreinte en un battement de cœur, une longévité au pouvoir qui défie toutes les lois du temps. Il y a une des pensées de Albert Camus qui disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». C'est pour dire que il faut quand même qu'on soit sérieux lorsqu'on vient sur un plateau de télé pour débattre. Et l'honnêteté intellectuelle voudrait que l'on dise réellement rien ne marche au Cameroun. Rien ne marche. Mais il n'y a pas que le Cameroun. C'est pour dire que ce n'est pas une question de haine. Il n'y a pas que le Cameroun. Ça peut être au Congo-Brazzaville, ça peut être en RCA. Partout, rien ne marche. Et donc, nous venons ici pour essayer un peu d'éclairer l'opinion. Pour que les gens comprennent que l'Afrique, qui a tant souffert, a besoin de s'affranchir. Et pour y arriver, nous devons procéder par la rupture, comme le disait monsieur. Le combat de la reconquête de la souveraineté. Donc, faisons preuve de l'honnêteté intellectuelle lorsqu'on arrive sur un plateau. Ça ne sert pas d'employer des mots de foi qui ne vont même pas dans le sens du débat, mais juste pour faire plaisir. Essayons d'aller dans le fond de la question afin d'apporter des bonnes réponses. J'en ai terminé. En l'écoutant, Alain Jules Migné donne à Paul Biya des intentions prêtes à remplir en 2025. Il est indéniable qu'il a traversé tant de crises qu'il semble invincible. Et les Camerounais, dans un élan de résignation presque mystique, semblent avoir décidé de laisser la Providence orchestrer son destin. Cependant, cette attitude de fatalisme n'est pas sans danger pour le Cameroun et ses citoyens. Ce lâcher-prise n'est en réalité qu'une ruse habile pour repousser le moment inévitable où le pays et son élite, en particulier, devront se lever et prendre les rênes de leur avenir. Car si l'on veut vraiment être les bâtisseurs de leur propre destin, il faudra un jour s'affranchir des ombres du passé et embrasser le changement avec audace. Frantz Fanon, qui est un illustre écrivain africain, afro-caribéen, a dit dans Peau noire masque blanc qu'il y a des évolués qui essayent d'enfumer le peuple avec des expressions empoulées. Le fait de nous parler de tango burlesque et de sortir des expressions françaises empoulées veut donner l'impression peut-être qu'on est intéressant, mais ça manque d'arguments et on ne répond pas aux questions qui sont posées dans le fond. C'est ce que Charles Ateba a dit, et je le répète encore ici, l'art d'être hors sujet au Cameroun. On est hors sujet, on parle de la question de la gouvernance, on questionne l'avenir politique du Cameroun et on est en train de nous parler de vous verrez le développement du Cameroun. Ce n'est pas la question qui a été posée. La question qui est posée, c'est quel est l'avenir politique du Cameroun. Et moi, je crains fortement. Pourquoi? Parce que malheureusement, justement, la permanence à la tête de l'État de M. Biya est dans la continuité d'exemples que nous avons déjà vu se produire en Afrique. Je vais prendre ici, convoquer l'exemple de la Côte d'Ivoire avec le feu Houphouët-Boigny qui s'est éternisé au pouvoir, qui y est décédé. Et on sait très bien ce qui a suivi comme année de désordre. Naturellement, le fait de ne pas préparer une succession ou une transition politique dans un pays, c'est très dangereux. Mais surtout, il faut rappeler à M. Migné que naturellement, quand on dit qu'il y a de la liberté d'expression dans un pays, en France, là où il dit que naturellement c'est plus dictatorial qu'au Cameroun, il n'y a pas de leader d'opinion d'un parti politique en prison. Pascal Zamboué, Olivier Bibou-Nissak, Alain Foguet-Tedom, qui sont des leaders de notre parti politique, sont à l'heure où je vous parle emprisonnés. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils avaient projeté de faire une marche pacifique pour réclamer que le pays soit géré correctement. Ils sont en prison depuis 2022 et aujourd'hui, à l'instant où nous vous parlons, ils sont en prison dans un pays qui est dit un pays démocratique et des libertés. Des observateurs aguerris aux méandres des intrigues politiques camerounaises comme Faustin Nzojo s'accordent à dire que le mystère qui entoure Paul Biya est aussi épais que le brouillard. Pendant ce temps, autour de lui, la bataille pour la succession fait rage, une tempête dans un verre d'eau. Les experts appellent de tous leurs vœux le président à ouvrir les yeux et à consacrer le peu de temps qui lui reste à orchestrer un passage de témoin pacifique et maîtrisé. Selon eux, ce serait une manière éclatante de se racheter pour toutes les dérives qui ont jalonné sa longévité au pouvoir. Espérons que notre cher papy soit de ces rares leaders visionnaires qui se soucient véritablement de l'avenir qui s'annoncera après leur règne
Dans ce cas, il soufflera avec panache sur ses 92 bougies, lèvera son verre comme un conquérant et fixera résolument le cap vers 2025.